Bonjour, bienvenue à ce webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. Nous allons commencer d'ici une petite minute. Je vois que nous sommes déjà 9 personnes connectées. Si vous pouvez me confirmer dans le chat, s'il vous plaît, que vous m'entendez, ça serait chouette. Merci. Bien, merci pour ces confirmations. Donc, bienvenue à ce webinaire qui est organisé dans le cadre des lundis du CEP. Alors, quelques règles. Donc, je vais couper vos caméras, couper vos micros, mais sur cette plateforme, on va communiquer surtout via chat. Nous allons répondre à vos questions à la fin du webinaire et puis vous avez le droit de réagir pendant le webinaire en posant vos questions. Et puis, vers la fin, on se prendra un petit moment d'échange où, si vous le souhaitez, je peux vous inviter sur scène pour partager. Alors, c'est quoi cette série d'événements, les lundis du CEP? Si vous êtes salarié ou indépendant, cette série d'événements a été créée pour vous. C'est des webinaires gratuits qu'on organise depuis quelques mois, chaque lundi, sur des thématiques diverses et variées. Donc, sur les sujets de reconversion, de la formation, de la valorisation des compétences, la démission, la création d'entreprises. Et ce webinaire est un peu particulier parce que, alors que sur d'autres webinaires, on discute souvent des dispositifs, c'est des collègues super compétents dans tous ces domaines mentionnés. Dans ce webinaire, on vous propose un peu des activités de réflexion, des activités parfois un peu ludiques, qui permettent d'entamer la réflexion sur son projet professionnel. Donc, c'est bien sûr, ces webinaires ne remplacent pas un accompagnement. Et à la fin de l'atelier, on va parler des moyens qui sont disponibles, des services qui sont disponibles pour vous, que vous soyez salarié, indépendant ou demandeur d'emploi ou dans d'autres situations, pour trouver la bonne personne qui peut vous accompagner dans votre réflexion pour aller plus loin. Donc là, dans ces webinaires, on vous propose juste les premières étapes pour votre réflexion. Donc nous allons parler de plusieurs choses déjà, parce que c'est un 4e webinaire dans la thématique découvrir ses talents, explorer ses envies. Mon nom, c'est donc Thomas Sprlak. C'est un peu compliqué, ça manque cruellement de voyelles. Je suis manager de service conseiller en évolution professionnelle pour les salariés et les indépendants en Grand Est. Et j'ai donc le plaisir de vous accompagner pendant ce webinaire. Pourquoi parler de l'évolution professionnelle? Pourquoi c'est une question qui est importante? Parce que nous avons fait un sondage avec OpinionWay auprès des salariés pour voir qu'est-ce qui se passe dans le domaine de l'évolution. Et vous pourrez voir les chiffres qui parlent pour eux-mêmes. Donc effectivement, presque la moitié des salariés ont connu une évolution professionnelle au cours des 3 dernières années. Alors c'est quoi une évolution professionnelle? C'est pas forcément changer d'entreprise, changer de secteur, ça peut être aussi une évolution interne où on change de poste. Ça peut être aussi une évolution dans le sens où on change le type d'activité, on élargit ses missions, on change ses missions. Tout ça, c'est une évolution professionnelle et on se rend compte qu'on évolue souvent de plus en plus rapidement. Et puis, ça, c'était encore en 2020, donc on n'a pas encore vu pleinement l'effet du confinement qui, je pense, a renforcé encore cette tendance, mais presque la moitié des personnes envisagent évoluer professionnellement.
ces 2 prochaines années. Je ne sais pas si c'est votre cas. J'ai lu hier un article sur la BBC, donc c'était sur le contexte britannique, qui montre que le confinement, ça fait réfléchir les gens. Il y en a qui sont moins concernés par leur carrière, qui souhaitent chercher un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie personnelle, et cela peut remettre en question certaines choses. Et puis, on voit que presque 70% seraient prêts à se former, même plusieurs mois, si ça leur permettrait d'accéder à un poste plus intéressant, plus épanouissant. Donc, Mr Bean, effectivement, la question de l'évolution professionnelle, elle est importante, et parfois elle est complexe. C'est-à-dire, quand on essaye de s'y prendre tout seul, parfois on se perd, on tourne en rond, on ne sait pas trop par où commencer. Effectivement, c'est là où les conseillers en évolution professionnelle ou les conseillers de développement de carrière peuvent être intéressants, peuvent vous aider. Et ça, c'est aussi mon métier, c'est ce que je fais. Et quand on nous demande comment expliquer notre métier aux autres, qu'est-ce qu'on essaie de faire, par exemple, dans le conseil en évolution professionnelle, on montre souvent ce diagramme. Vous le connaissez probablement déjà, ça vient d'un concept japonais, Ikigai. Et l'idée ici, c'est d'accompagner la personne à trouver quelque chose qui correspondrait à ces 4 critères. Alors, déjà se poser la question, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi je m'épanouis? Quelles sont les activités qui me font vibrer professionnellement, mais parfois aussi extra-professionnellement? Deuxième question, c'est pourquoi je suis doué? Alors, c'est un peu simpliste de dire ça, mais en gros, est-ce que j'ai des talents? Est-ce que j'ai des points forts, quelque chose qui m'est spécifique, dans lequel je suis peut-être meilleur que les autres? Et puis, bien sûr, s'il suffisait de se poser ces 2 questions, on serait tous, je sais pas, des aventuriers, des explorateurs ou je ne sais pas quel métier, mais il faut bien sûr prendre en compte aussi le monde, les critères externes, pour se poser la question de quoi le monde a besoin. Où est-ce que je peux trouver un emploi, effectivement, qui peut être idéalement aussi rémunéré. Bon, pour certains, la question de rémunération, c'est la question la plus importante. Pour d'autres, c'est moins important. Mais idéalement, un projet professionnel idéal, bon, un projet professionnel optimal, parce qu'il n'y a jamais de projet idéal, plus optimal, devrait correspondre à ces 4 critères. Je devrais faire quelque chose que j'aime, au minimum, quelque chose dans quoi je me sens bon, je me sens efficace, j'ai l'impression de faire quelque chose dont le monde a besoin, le sentiment de pouvoir contribuer à quelque chose qui me dépasse parfois, et puis, si je peux être rémunéré, tant mieux. Alors, et puis on accompagne les personnes dans cette exploration, c'est souvent un voyage, un cheminement, où on se pose des questions sur le sens, les valeurs, les motivations, les intérêts, les compétences, l'environnement de travail que je préfère, les conditions de travail, comment tout ça, ça peut s'intégrer dans mon histoire, comment explorer le marché de l'emploi. Aujourd'hui, je voulais vous proposer la question des compétences. Donc, on va vous proposer 4 activités de réflexion, un individuel. On va essayer d'en faire une pendant ce webinaire, chacun dans son coin. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas encore fait, de prendre un crayon, une feuille de papier, en plus de votre café que vous avez déjà certainement prise. Alors, c'est quoi la compétence? Alors, une définition que je connais dit que la compétence, c'est un savoir-faire opérationnel validé. Donc, en gros, c'est quelque chose, une capacité de mettre en œuvre quelque chose dans un contexte donné, mais quelque chose qui peut être observé et évalué. Alors, forcément, une compétence, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on acquiert par la pratique. Donc, cette notion de passage à l'action, c'est essentiel. Prenons le cas d'un soudeur, par exemple. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'usage des outils. Il connaît peut-être les propriétés des différents matériaux, les techniques de soudure, et puis il choisit la technique la mieux adaptée, et puis il prend en compte aussi des risques potentiels. Donc effectivement, tout ça, ça joue dans le fait d'être compétent ou pas. Alors en France, on utilise ce schéma que j'aime beaucoup,
et qui dit que la compétence, elle se compose de trois notions, ou trois composantes. Alors, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et la compétence résulte d'une combinaison de ces trois éléments mobilisés pour agir de manière adaptée face à une situation professionnelle ou non professionnelle donnée. Alors, c'est quoi le savoir? J'ai mis l'image d'une tête, donc ça, c'est tout ce qui est connaissance des théories, peut-être les langues, les langages, les modes d'emploi, des procédures, de tout ce qui est mis en mémoire. Le savoir-faire, ça renvoie à une action, souvent passe par les mains, une capacité à faire quelque chose, effectuer des gestes professionnels adaptés. Et puis le savoir-être, bon, on a mis le cœur, mais effectivement, c'est parce que c'est une notion très large. C'est la manière dont on se comporte, dont on agit dans diverses situations, de façon adaptée. Donc on y trouve des notions de qualité personnelle, des aptitudes, des attitudes. Alors, je ne sais pas, par exemple, un exemple un peu bête, mais un serveur dans le resto, il peut être très compétent dans ce qu'il fait, il est rapide, il sait bien noter les commandes, mais s'il vous fait la gueule, pardon, excusez pour cette expression, est-ce qu'il est vraiment compétent? Bah, probablement non, parce qu'il y a certains métiers où le savoir-être va être justement la composante dominante la plus importante d'une compétence. Bien. Alors, pour s'échauffer, commençons par les savoirs, la première activité. Je vous propose de prendre 3 minutes, prendre une feuille blanche, essayer de réfléchir sur cette notion de savoir. Savoir, donc, comme j'ai dit, c'est des notions théoriques, quelque chose qui part par la tête, des modes d'emploi, une connaissance des procédures. Alors, on peut essayer de noter sur une feuille blanche, qu'est-ce que vous essayez de trouver un savoir, un à trois, peut-être, si vous en trouvez plus, tant mieux, et de regarder qu'est-ce que vous avez appris à l'école, qu'est-ce que vous avez appris dans vos expériences professionnelles, qu'est-ce que vous avez appris dans vos formations, les conférences, les séminaires, ce que vous avez appris grâce à vos loisirs. Prenez juste 3 minutes pour réfléchir. Alors pendant ce temps-là, je vais parler, je vais donner peut-être un exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai appris à l'école? Donc effectivement, j'ai fait les études à la fac, j'ai fait la psychologie du travail. Donc j'ai appris certaines notions de psychologie de personnalité, mais c'était assez théorique. Des théories de motivation, parfois ça me sert dans ma pratique. Et puis j'ai fait aussi des études de gestion des ressources humaines. Je pense que j'ai des connaissances dans le domaine de l'économie, micro, macro, un peu de comptabilité, de management. Qu'est-ce que j'ai appris dans mes expériences professionnelles? Donc là, je travaille dans le domaine du conseil, en évolution professionnelle, d'accompagnement. Donc si je prends les connaissances, donc ça va être la connaissance des différents dispositifs, les règles d'éligibilité, les procédures, connaissance des acteurs. Qu'est-ce que j'ai appris dans mes formations, des conférences, des séminaires? Donc ça, c'est la formation continue. Donc, par exemple, moi, j'ai participé à des conférences sur les nouvelles approches à l'accompagnement, voilà, des séminaires sur l'évaluation d'impact, sur le contrôle qualité. Qu'est-ce que j'ai appris dans mes loisirs? Alors moi, j'aime bien la musique. Je joue, bon, maintenant un peu moins avec les enfants, guitare jazz. Donc là, les savoirs théoriques, ça serait quoi? Ça serait une théorie musicale, les différentes gammes jazz. Voilà. Est-ce que chacun a trouvé au moins 4-5 éléments? Oh, c'est un petit exercice juste pour s'échauffer. Alors, avançons. Merci de vos réactions. Alors, on va passer à une vraie activité. Je vais vous poster dans le chat un petit lien sur lequel vous avez trouvé un support. Je vais le poster tout à l'heure. Alors, la question c'est maintenant, comment identifier ces compétences et surtout comment identifier les compétences qui sont les plus développées chez nous, dont on est le plus fier, qu'on aime le plus mobiliser ou qui sont peut-être spécifiques à nous.
Alors, je vous propose une petite activité de réflexion. Essayez de regarder votre vie personnelle ou professionnelle, peu importe. Essayez de trouver une situation que vous percevez aujourd'hui comme une réussite. Alors, il n'y a pas besoin de faire un truc hyper compliqué. Ça peut être une petite chose. Ce qui est important, c'est que quand vous y pensez, ça vous donne un sentiment de fierté. Comme j'ai dit, c'est pas besoin d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Et prenez 2 minutes. Alors, je vais vous dire un exemple. Ça va être de ma vie extra-professionnelle. Donc, moi, je viens de la Slovaquie. J'ai habité à Bratislava, qui est la capitale, une petite ville, mais c'est la capitale. J'ai habité pendant 6 ans, entre deux séjours en France, jusqu'à en fait 2019. Et puis, comme je suis guitariste et j'aime bien le jazz, je voulais jouer avec les autres. Donc, j'ai lancé avec une association des ateliers jazz pour les enfants, pour les enfants, pour les jeunes. Et ça j'en suis très fier. Et quand j'y pense, j'ai un sentiment de satisfaction. Alors, si vous avez une situation, on va réfléchir de manière suivante. On va réfléchir sur 5 facteurs pour analyser cette situation. Alors, la première question, quel était votre objectif dans cette situation? Qu'est-ce que vous avez voulu accomplir ou faire? Donc, pour moi, la première idée, le premier besoin, la première motivation, c'est que moi aussi, je voulais jouer avec les autres. Deuxième question, c'est les obstacles. Qu'est-ce qui était entre vous et cet objectif? Donc pour moi, c'était que j'avais pas, par le passé, de niveau pour être un joueur, enfin un guitariste professionnel. J'avais pas de groupe, j'avais pas de contact dans cette ville où j'arrivais en France. La femme est française et c'est elle qui m'a fait venir à Bratislava. Troisième chose, qu'est-ce que j'ai fait? C'est de décrire ici, étape par étape, step by step, qu'est-ce que vous avez fait pour surmonter ces obstacles? Donc, pour moi, quand je pense à cette expérience des créations des ateliers jazz, donc j'ai déjà regardé sur Internet, est-ce qu'il y a des personnes, des organisateurs, des revues jazz? Je les ai contactés par la suite par mail. Je leur ai présenté le concept des ateliers jazz. On a préparé, par la suite, on en a trouvé un qui était preneur, mais il a dit il faut trouver un financement pour ça. Donc, on a monté un dossier de demande de subvention à la ville, en présentant ça comme une activité associative. On a par la suite obtenu un petit financement, on a rédigé des articles, on a fait de la promotion sur les réseaux sociaux, on a recherché des locaux, on a pris des contacts avec des musiciens, et puis voilà, ça a bien marché. Quatrième élément, les résultats. Est-ce qu'il y a des résultats idéalement tangibles, chiffrés de cette action? Alors, ces ateliers, on les a lancés en 2012 ou 2013. Et ça existe jusqu'à aujourd'hui, malgré la Covid. Donc, ils ont passé à distance pendant la période de confinement. Des ateliers mensuels. Et je pense qu'il y a plus de 150 musiciens, jeunes musiciens qui sont passés par là. Et ils ont même enregistré un CD. Et puis, du coup, la dernière étape, c'est l'étape la plus difficile, mais la plus intéressante, est de réfléchir en regardant tout ce que vous avez rédigé. Quelles sont les compétences que vous avez mobilisées dans cette situation? Je sais pas, pour moi, ça serait peut-être la compétence, la capacité à communiquer, trouver les bonnes ressources, préparer un budget, mobiliser les acteurs, faire de la promo. Ouais, il y a une petite expérience extra-professionnelle avec beaucoup de compétences. Alors, je vous ai posté un lien dans le chat. Quand vous cliquez dessus, normalement, c'est ce document-là qui s'affiche. Ça s'ouvre dans le navigateur, normalement dans le nouvel onglet. C'est un document que vous pouvez télécharger chez vous en cliquant en haut sur le bouton « Télécharger ». Enregistrez-le sur votre ordinateur. Est-ce que c'est fait? Est-ce que tout le monde accède au document? Oui. Alors, on va commencer par la fin. Sur la dernière page, il y a cette activité. Donc, soit vous pouvez utiliser le document, soit juste votre feuille blanche. Alors, dans le tableau, à la fin du document, sur la dernière page, il y a donc date, période, est-ce que c'était un emploi, une activité de loisir, une formation.
Après une autre colonne, description de la situation. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était votre objectif? Les obstacles? Qu'est-ce que vous avez fait pour les surmonter? Et puis, à la fin, les compétences. Donc, on va se laisser 5 minutes de travail individuel. L'idée, c'est pas peut-être terminer aujourd'hui, mais essayer déjà de bien trouver une situation, au moins une, réfléchir sur les différentes étapes, donc les objectifs, les obstacles que j'ai rencontrés, comment j'ai fait pour les surmonter. Est-ce qu'il y a eu des résultats, même des petits résultats de cette action? Et puis, les compétences. Alors, c'est laquelle de ces 5 étapes qui vous paraît la plus compliquée? Je pense que c'est la dernière. C'est la dernière. Mais pour vous aider un tout petit peu là-dedans, vous voyez que dans le document, il y a aussi euh, d'autres activités. Parfois, on a du mal à dire ce qu'on est capable de faire. C'est souvent une question de piège dans les entretiens d'embauche, même si on les prépare, mais quand on anime les ateliers avec les personnes accompagnées sur les compétences, sur le passeport des compétences, quand on pose la question, bon, dites-moi quelles sont vos compétences, les 3 compétences les plus importantes, la plupart des personnes ont du mal. Et moi aussi, c'est normal, parce qu'on n'a pas l'habitude de se vendre, de se mettre en avant, de parler de soi en termes de compétences. Et pour ça, on vous propose une sorte de liste avec des verbes actions. Alors, quelle procédure, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'on vous propose de faire? C'est de faire 2 choses. C'est déjà regarder la liste. Vous voyez qu'il y a des cases que vous pouvez cocher sans vous limiter. Cocher toutes les compétences, tous les verbes, pardon, qui correspondent à ce que vous savez faire, ce que vous avez déjà fait, soit dans votre travail, soit extra-professionnellement, sans vous limiter. Donc, notez tout. Peut-être qu'il y aura, que vous allez noter, enfin, cocher tous les verbes, peut-être la moitié, peut-être un tiers, peu importe. Et quand vous l'aurez fait, et ça, on va le faire à la maison, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de tous ces verbes d'action? Alors, effectivement, dans la page suivante, on vous propose une activité de tri, de trier ces verbes, trier ces compétences par rapport à 2 domaines. Donc, le domaine expertise. Est-ce que dans ces compétences, est-ce qu'il y a des verbes que j'utilise, enfin des actions que je fais régulièrement, des compétences que je mobilise très très souvent dans mon travail, dans la vie extra-professionnelle, ou pas très souvent, mais je suis vraiment fort. C'est quelque chose dans lequel je suis très compétent, compétente. Donc ça, c'est la dimension expertise. L'autre dimension, c'est la dimension enthousiasme ou la mobilisation de ces compétences. Effectivement, on peut être très compétent dans quelque chose et ne plus vouloir le faire. Alors, je me souviens d'un cas où j'accompagnais un monsieur dans son bilan des compétences. Et puis, c'était à l'époque, on utilisait encore beaucoup de tests psychométriques. On regardait ça et puis on s'est dit, bon, bah, le métier qui vous correspond, c'est effectivement les métiers administratifs, comptabilité, etc. Il m'a dit, bah oui, je sais, c'est ce que je fais, mais je veux plus le faire. J'en ai marre, j'en ai ras le bol. Je suis très bon, je suis très fort dans tout ce qui est comptabilité, mais j'ai plus envie d'utiliser ces compétences. J'ai envie de passer à autre chose. Donc effectivement, on peut être très compétent dans quelque chose
mais ne plus avoir envie de l'exercer. Donc, ces verbes que vous aurez cochés, dans l'étape suivante, ce que vous pouvez faire chez vous, c'est essayer de les classer dans ces 4 dimensions. Donc, effectivement, les compétences ou les verbes pour lesquels vous avez beaucoup d'enthousiasme parce que vous aimez les mobiliser, et dans lesquels vous avez un haut niveau d'expertise, on les mettra dans la partie en haut à droite. C'est les atouts, votre capital de carrière. C'est des choses que vous savez faire et que vous aimez faire. Après, à gauche, vous voyez, il peut y avoir des activités, des compétences pour lesquelles vous avez beaucoup d'enthousiasme, mais peu d'expertise. Vous voyez, c'est des choses que vous avez peut-être fait une fois, 2 fois, ou quelque chose que vous aimeriez faire plus régulièrement dans votre activité. Par exemple, voilà, on peut, dans activité, on est beaucoup dans l'administration maintenant du service. Moi, j'aimerais bien peut-être plus former, plus développer cette compétence-là dans mon activité. Je l'ai fait quelques fois, j'aimerais le faire plus. Et ça, c'est souvent des compétences sur lesquelles on peut s'appuyer quand on cherche un nouveau projet professionnel. C'est-à-dire, on regarde qu'est-ce que j'ai fait peu ou pas du tout, qu'est-ce que j'ai envie de développer. Alors, qu'est-ce qu'on a après dans le carré en bas à droite? Vous voyez, haut niveau d'expertise, bas niveau enthousiasme, c'est ce que j'ai fait. On les appelle parfois les compétences burn-out, quelque chose que j'essaie très très bien faire, mais que j'ai plus envie de faire. Et puis, à gauche, à droite, bon, point mort, c'est juste parce que j'ai pas trouvé le meilleur mot. Les choses que je sais pas faire, ça me motive pas. Donc, c'est une poubelle où je mets tout ce qui reste. Alors voilà, ça c'est une petite activité à faire tranquillement. Ce qui peut être intéressant, surtout si vous êtes en recherche d'un nouveau projet professionnel, c'est regarder ce carré à gauche en haut, le potentiel, parce que ça peut vous servir dans la construction de votre nouveau projet professionnel. Souvent, ce qu'on fait avec les gens, c'est on regarde ses compétences, ses verbes d'action, et on se dit, soyons libres, soyons fous, et essayons de trouver tous les métiers possibles où on peut exercer ce type de compétences. Alors, quand j'ai dit l'exemple de formateur, donc c'est quoi? Enfin, de former, être formateur en externe, en interne, formateur indépendant, ça peut être responsable pédagogique, ça peut être trouver un maximum de métiers, on trouve ça. Peut-être en utilisant le site de Codrom. Alors, c'est magnifique. Quand vous tapez dans Google Codrom, un répertoire opérationnel des métiers et des emplois. Vous pouvez chercher par compétences. Donc, vous mettez compétences formées, ça vous sort une liste de fiches métiers dans lesquelles vous allez trouver les intitulés de postes où on retrouve cette compétence. Donc ça, c'est peut-être pour aller plus loin. Avant de terminer, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces activités? Donc, on vous en a proposé 3. Liste des verbes qu'on peut, dans laquelle on sélectionne les verbes d'action. Après, on les trie. Et puis, l'activité par laquelle on avait commencé, c'est identification des réussites et les compétences qui m'ont permis de réussir dans cette situation. Pour passer après au concret, si j'ai des compétences, comment je peux les transformer en diplôme? Alors, en France, on a ce beau dispositif qu'on appelle la validation des acquis d'expérience. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est un dispositif qui permet d'obtenir un diplôme en mettant en avant ses compétences. Alors, les compétences, c'est bien, c'est important, mais un diplôme aussi, surtout dans le contexte français. Souvent, quand on postule à un emploi, la première chose que l'employeur regarde, c'est des emplois, la formation que vous avez, les diplômes que vous avez. Les diplômes, ça va servir pour intégrer une formation, passer un concours et surtout reconnaître son expérience. Donc, effectivement, c'est une procédure un peu particulière qui vous permet d'obtenir un diplôme sans passer par la formation, en montrant que vos expériences correspondent à un diplôme, une certification. Donc, on peut effectivement valider des diplômes de différents ministères, les titres du ministère du Travail, des chambres consulaires, des organismes de formation, et même les certificats de qualification professionnelle qui sont développés et validés par les différentes branches professionnelles. Donc, c'est un dispositif qui est relativement complexe, mais on peut trouver des financements, soit par le CPF, soit par d'autres moyens. Et ça nous fait une belle transition sur le service de conseil en évolution professionnelle, parce que c'est aussi les conseillers en évolution professionnelle qui vous accompagnent dans ce dispositif. Alors,
C'est quoi le conseil en évolution professionnelle? Alors, c'est un dispositif gratuit, confidentiel, neutre, accessible à tout, impartial, qui permet à chaque citoyen de faire le point sur sa situation professionnelle et d'être accompagné dans son projet d'évolution ou de reconversion professionnelle. Alors effectivement, quand on dit gratuit, c'est que c'est vraiment gratuit. Donc, vous avez le droit à plusieurs heures d'accompagnement pour construire votre projet gratuitement, contrairement à un bilan de compétences, par exemple, qui est payant. C'est confidentiel, c'est-à-dire votre employeur, si vous êtes salarié, ne sera jamais au courant. Donc, c'est un service que vous pouvez mobiliser hors temps de travail. Nous, on est ouvert en soirée et samedi matin. Un service neutre, donc les conseillers ne sont pas là pour juger votre projet, mais pour vous aider à trouver les moyens nécessaires pour le mettre en œuvre, accessible à tout et impartial. Donc, en fonction de votre statut, ce service, il est proposé par plusieurs opérateurs. Donc, nous sommes opérateurs réseau EVA pour les salariés et les indépendants. On accompagne donc les salariés du secteur privé et les indépendants qui ne sont pas accompagnés par un autre opérateur. Et puis, même si vous changez de statut en cours d'accompagnement, par exemple, si vous devenez un demandeur d'emploi, on peut continuer à vous accompagner. Les cadres, ils ont le choix entre l'opérateur réseau EVA et APEC. Les demandeurs d'emploi, le conseil en évolution professionnelle peut être délivré par le Pôle emploi. Pour les jeunes de moins de 26 ans, pareil, ils peuvent choisir d'être accompagnés par la mission locale s'ils sont en situation de difficulté d'insertion ou par nous s'ils sont salariés. Et puis, les personnes en situation de handicap, il y a Cap Emploi qui propose un service très, très poussé, très, très intense pour accompagner l'évolution professionnelle des personnes pour qui le handicap est l'obstacle principal à l'emploi. Alors, comment mobiliser ce service et quand le mobiliser? Donc, effectivement, en lien avec le compétence, ce n'est pas seulement pour changer de métier, mais aussi pour réfléchir sur une VAE, ou effectivement aussi pour créer, pourquoi pas, son propre portfolio de compétences, pour mettre à jour son CV, pour envisager une évolution où on reste dans le domaine mais on change d'entreprise. Donc on n'est pas que sur les questions de formation, mais aussi sur des questions de formation. Donc comment ça se passe? Il y a un numéro que vous pouvez appeler en fonction de votre situation, de votre région. Il vous propose un rendez-vous dans le lieu le plus proche de votre domicile. Alors, c'est un professionnel d'accompagnement, un conseiller en évolution professionnelle qui va vous rencontrer en présentiel, mais c'est aussi possible en visio ou par téléphone, pour faire avec vous une analyse partagée de votre situation, pour comprendre, pour faire le point sur où vous en êtes, quelles sont vos envies, quels sont vos leviers, et pour faire un premier diagnostic partagé de cette situation. Et suite à ça, il peut répondre déjà aux questions que vous vous posez, ou bien il peut vous accompagner plus longtemps à la construction de votre projet. Et cela jusqu'à la réalisation de ce projet. C'est-à-dire, on peut vous accompagner pendant 18 mois. C'est-à-dire, s'il y a une formation, on peut vous trouver le bon organisme, le bon financement. Après, à la fin de la formation, vous aider à mettre à jour votre CV, vous accompagner dans la recherche d'emploi. Donc, vraiment un service complexe d'accompagnement à l'évolution professionnelle. Voici le numéro qui sera disponible comme les diapos et le replay de ce webinaire. Vous allez recevoir peu de temps après la fin de ce webinaire le lien pour pouvoir visualiser le replay. Alors, c'est pour les salariés et les indépendants, mais pas que. C'est 09 72 01 02 03. Donc, sur cette plateforme et sur le site monde-cep.org, on peut vous orienter vers le bon opérateur si vous êtes pas salarié, mais dans une autre situation. Eh bien, vous proposez ou bien vous proposez un rendez-vous directement avec un conseiller si vous êtes salarié et indépendant. Je vous remercie de votre attention. Et maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors, moi, je vais rester connecté encore quelques minutes si vous avez des questions. Sinon, grand merci de votre attention. Bonne continuation dans votre réflexion.
Ça, c'était le dernier webinaire de la série. On va faire une petite pause d'été. On va probablement reprendre à partir de la rentrée, peut-être avec un nouveau format, avec des nouveaux contenus. Sinon, vous pouvez visualiser les replays de tous les autres ateliers les lundis du CEP en ligne sur YouTube ou sur la plateforme Livestorm ou sur notre site les lundis du CEP. Merci de votre attention. Alors, Sylvie qui pose une question, quelle différence entre CEP et bilan de compétences? Alors, très bonne question, merci. Effectivement, le bilan de compétences, alors le CEP, d'abord, c'est un service public qui est gratuit, qui est mobilisable rapidement. C'est-à-dire, si vous avez une question ou si vous souhaitez prendre un rendez-vous et que vous êtes salarié et indépendant, nous, on s'engage de vous proposer un créneau disponible pour rendez-vous sous 10 jours. Contrairement à un bilan de compétences où ça peut prendre un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que le CEP, c'est gratuit, le bilan de compétences, c'est payant. Donc, le bilan de compétences, on peut le financer, par exemple, avec son CPF, mais là, il faut trouver le bon organisme, le bon format de bilan, faire l'achat par le CPF. Voilà. Et donc, ça, c'est la première différence, c'est l'accessibilité. Le coût du bilan, c'est entre, je pense, 1 000 et 2 000 euros, parfois un peu plus. Deuxième différence, c'est la durée et peut-être la profondeur aussi. C'est-à-dire, le CEP, on est dans la durée d'accompagnement de 8-12 heures en moyenne. Ça dépend de votre besoin. Le bilan de compétences, on est sur un accompagnement de 24 heures. Et voilà. Donc, on peut, si on a des questions où on vraiment se remet en cause professionnellement, on vraiment souhaite mettre tout à plat, créer réfléchir sur un nouveau projet professionnel, le conseiller un bilan de compétences, il va aussi vous aider à trouver un bon, vous orienter ou vous recommander un bilan de compétences. Et dans le CEP, on est souvent ces questions de construction de projets qui nécessitent une réflexion plus longue. Parfois, le bilan de compétences peut être plus utile. Si vous avez une idée de projet et vous avez besoin d'un coup de pouce pour y aller, ou pour trouver les bonnes ressources dans votre territoire, par exemple par rapport à votre projet de création d'entreprise, là, le CEP peut être très utile. Vous semblez différencier le travail du CEP de la personne qui fait passer des bilans. Est-ce le cas, Eve? Pour moi, non, pas forcément. Un peu, c'est-à-dire dans le bilan, on peut aller, on a plus de temps peut-être pour entrer, pour traiter peut-être plus, des questions plus profondes que dans le CEP, mais le CEP aussi a cette ambition d'accompagner les personnes dans la construction de leur projet. Donc, on n'est pas seulement un bureau d'information où on vous informe sur les différents dispositifs, les différentes ressources qui sont disponibles. Le CEP est un service d'accompagnement à l'évolution professionnelle, comme le bilan des compétences. Le consultant du CEP fait-il une synthèse, Sylvie? Oui. Après chaque phase d'accompagnement, après le premier rendez-vous direct, il rédige avec vous une sorte de document qui résume votre demande, vos objectifs, et puis le cas échéant, sur quoi vous allez travailler ensemble dans le CEP. Est-ce que ça répond à vos questions, Sylvie, Eve? Oui, merci. Je pense que aussi une autre différence, c'est que le CEP, c'est itératif. C'est-à-dire c'est tout au long de votre carrière que vous pouvez le mobiliser gratuitement. Donc voilà, par exemple, voilà, je souhaite faire un point sur ma situation, sur ma carrière. Je peux avoir un rendez-vous, un accompagnement avec le CEP, et puis prendre un temps de réflexion, sans forcément s'engager dans une formation, une reconversion tout de suite. Quelques mois après, je peux encore appeler le CEP en disant, maintenant, c'est le moment. J'ai envie de trouver une formation parce que j'ai une idée claire. Aidez-moi à trouver le financement possible pour ce projet. Quelle formation nous conseillez-vous pour devenir CEP? Je suis en contact avec Open Classroom. Très bien. Alors nous, Eve, le financeur qui est France Compétences nous demande soit une expérience de 3 ans dans le domaine d'accompagnement, soit un diplôme de niveau Bac+2 dans l'accompagnement et une expérience d'1 an. Donc c'est souvent des profils
psychologue, consultant, coach, non? Ou bien les formations telles que conseiller en insertion professionnelle. Quelle différence ou similitude de parcours des personnes qui travaillent au sein des structures de CEP? Alors, on a une équipe pluridisciplinaire. Comme je viens de dire, il y a une base commune, il y a un programme de professionnalisation commun, mais effectivement, dans notre équipe, par exemple, on a des personnes ressources qui vont être plus spécialistes dans certains domaines d'accompagnement, par exemple dans la création d'entreprises, dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. On peut avoir des personnes qui vont être très très calées dans tout ce qui est mobilisation des dispositifs, d'autres sur lesquels on va plus pouvoir s'appuyer sur ce travail de réflexion. Donc effectivement, on a son conseiller référent, mais pour une problématique spécifique, on peut mobiliser une ressource interne pour vous. Julie Berner, donc formation CIP titre pro, oui, c'est possible. C'est possible. Plus, on ne peut pas devenir le CEP tout de suite, au moins pas pour les salariés et les indépendants, parce qu'il faut 1 an d'expérience. Bien, avec ceci, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie de votre attention. Comme j'ai dit, je vous souhaite une bonne fin de matinée, bon appétit et belle journée. Au revoir.